Bonjour chers internautes pour ce nouveau numéro de l'émission Nos chers vivants, une émission consacrée aujourd'hui au metteur en scène Pierre Schoendoerfer, dit Sean, le metteur en scène du Crabe-Tambour. J'ai invité pour en parler Philippe Dugues. Bonjour Philippe Dugues. Bonjour, vous êtes Guyot Janin, historien du cinéma. Et vous, Olivier Daza, vous êtes à la fois scénariste, critique de cinéma, et vous aviez écrit un article dans l'Action française il y a 3 ans, juste après la mort de Pierre Schoendoerfer, qui s'intitulait « Un héroïsme machinal », que vous aviez signé Rubempré, balsacien que vous êtes. Et je vous cite « L'ennemi reste invisible. On se contente d'avancer en tâtonnant, à la manière de Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme, qui sur le champ de bataille de Waterloo ne perçoit que des fragments, jamais le plan d'ensemble. La mort se rapproche avec une banalité tragique. Une balle perdue abrège enfin la marche forcée du jeune sous-lieutenant, Jacques Perrin dans le film. L'adjudant Wilsdorf, Renaud Crémer, s'agenouille auprès de lui et lui offre une dernière cigarette. S'ils ont lutté ensemble durant des semaines, leurs adieux sont sommaires. Leur amitié se résume à un court échange. La 317e section, anémiée, doit fuir encore et prendre froidement congé de son chef. L'art du réalisateur est dans cette séparation déceptive, quasi clinique par son réalisme, et qui se soustrait à l'émotion factice d'une scène hollywoodienne. Pierre Schoendoerfer impose l'image crue du documentaire, irriguée par une fiction aussi ténue qu'intense. Ses héros sont sans héroïsme. Leur guerre, de courtes embuscades avortées, et s'ils meurent, c'est dans un dernier souffle inaudible. Nous sommes dans une rupture radicale avec le patriotisme surjoué du cinéma américain. On ne brandit rien ici, pas de drapeau, pas de grandes déclarations, pas de dernière charge spectaculaire. On se contente de survivre, heure par heure, pas à pas, mais on fait son devoir malgré tout, sous un soleil de plomb ou sous une pluie insidieuse, levé à l'aube ou réveillé au milieu de la nuit. On sait se sacrifier, endurer sans protester, mourir sans sépulture, à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Alors là, vous parlez en l'occurrence essentiellement de la 317e section. On va parler de l'ensemble de l'œuvre cinématographique de Pierre Schoendoerfer. Et pour avoir déjà dans un premier temps un petit peu un aperçu de ce que le cinéma de Schoendoerfer donne à l'écran, on va passer immédiatement à la bande-annonce du Crabe-Tambour, c'est-à-dire le 4e ou 5e film de Pierre Schoendoerfer, avec Jacques Perrin, Jean Rochefort, Jacques Dufilot, Claude Rich. Wilsdorf, vous connaissez? sur les bancs on l'appelle l'Alsacien. Il y avait un nom de moche. Wilsdorf, vous connaissez? On l'appelait le Crabe-Tambour. Crabe-Tambour. Wilsdorf disait qu'il avait 2 amis, vous et son chat. Tout le monde connaît son chat noir sur les bancs. Il l'appelle Monsieur Ma Conscience. Comme vous voyez, elle est toute noire. Et pas si jolie à regarder. Et comme vous voyez aussi, elle est incorruptible. Le choix de l'homme n'est pas entre ce qu'il croit le bien et le mal, mais entre le bien et un autre bien. Il faut choisir. Très difficile de dire non. De refuser une main tendue. Ne le jugez pas, docteur. Ne le jugez pas. Qui êtes-vous pour le juger? Croyez-vous aussi peut-être qu'il était innocent? Moi j'étais sûr qu'il serait guillotiné. Le conquérant de l'Arabie. Le Crabe-Tambour est venu sous le ciel du sud. Il a lavé son armure dans notre fleuve. Il a fait peindre des yeux à l'avant, comme sur un bateau chinois. Une bouteille pleine de vin, c'est déjà du rêve. Mais avec un bateau dedans, toute voile dehors. Cap sur le crabe. Votre Crabe-Tambour, docteur. On va finir par le rencontrer. Dans le nord. Pourquoi l'appelez-vous le Crabe-Tambour? Voilà,
alors deux extraits, si j'ose dire, un lu par mes soins tout à l'heure de l'article de Rubempré, Olivier Daza, la 317e section. Là, cet extrait, le crabe-tambour. Quand on évoque Pierre Schoendoerfer, Olivier Daza ou Philippe Duc d'abord, peut-être, qu'est-ce que ça vous évoque? Et est-ce que vous avez déjà une image qui vous vient immédiatement en tête? Oui, il se trouve que j'ai l'avantage d'avoir connu et bien connu l'homme avant de connaître ses films. Et évidemment, ce sont des images de l'homme qui restent plus vivantes que les images grises ou même colorées de sa production. C'est difficile. C'est un homme compliqué, finalement, sous une apparence très simple. Moi, je l'ai connu en général dans le cadre de festivals où il était président ou membre de jury, dont je faisais partie aussi. On se rencontrait donc dans des conditions assez artificielles, vous savez, dans le palace de la Côte Basque à Biarritz ou ailleurs. Enfin, et c'était pas pour moi l'auteur du Crabe-Tambour ou de la 317e section. C'est un autre homme. Un autre homme, absolument un autre homme, et je ne voudrais pas... mais enfin... En deçà de ce que vous aviez vu au cinéma, du cinéaste héroïque que vous imaginiez. Un peu en deçà de ce que j'attendais, oui, et qui... Mais la réalité est toujours moins belle que la fiction, c'est bien connu. Pas toujours, pas toujours. Là, oui, un peu. C'est... amateur de plaisanterie, pas toujours de très bon goût. Heureusement, sa femme était là pour le rappeler à l'ordre sévèrement. Mais oui, c'était pas ni Jacques Perrin, ni l'adjudant Wilsdorf, mais un cinéaste. Un contraste donc entre le cinéaste d'un côté, le romancier, le scénariste, et puis l'homme de tous les jours. Vous, Olivier Daza, première image conductrice, pour reprendre l'expression de Gilbert Durand, si vous avez une image conductrice qui vous vient imaginalement, qu'est-ce qui vous fait identifier d'une certaine façon Pierre Schoendoerfer? Curieusement, je répondrais Jacques Perrin. Ah oui? Oui, l'image... C'est intéressant parce que Philippe Duc vient de dire justement, lui, à la fin de son propos, Jacques Perrin aussi, en disant « je voyais pas Jacques Perrin, etc. » C'est... Coïncidence intéressante. Jacques Perrin, son austérité, dans le fond, il filme des militaires comme il aurait pu filmer des religieux. On est dans un calvaire, dans une procession, on est dans le contraire de l'héroïsme, et à la fois on est dans une métaphysique du devoir. C'est-à-dire ce qui me marque, c'est qu'on n'est pas, finalement, on est dans des guerres coloniales qui vont être perdues, il n'en est jamais vraiment question de cette perte ou de cet acharnement à les défendre. Donc on est vraiment dans une approche de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est son rapport à la virilité et au devoir. On n'est pas dans l'infantilisme propagandiste d'autres cinémas. Et le plus flagrant est évidemment celui du cinéma américain, où il y a où même les esprits les plus brillants viennent à faire la propagande on ne sait trop quoi finalement. Alors ça tombe bien, Olivier Daza et Philippe Duc, parce que j'ai eu la possibilité d'interviewer Jacques Perrin, qui a tourné dans la 317e section, qui a tourné dans Le Crabe-Tambour, dans L'honneur d'un capitaine, et dans Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Et j'ai décidé de passer intégralement l'entretien, quasiment l'entretien, parce qu'on n'a peut-être jamais vu Jacques Perrin ainsi. Il nous dit comment il a vu, comment il a connu Pierre Schoendoerfer, et comment il se voit lui-même. Jacques Perrin, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans vos bureaux Galatée Film de production. Vous avez tourné 4 films avec Pierre Schoendoerfer, la 317e section, Le Crabe-Tambour, L'honneur d'un capitaine et Là-haut. Question qui peut paraître un peu bête, mais qui néanmoins pourrait permettre d'établir une hiérarchie dans un premier temps. Quel est le film qui vous a le plus plu dans ceux que vous avez tournés, celui que vous retenez le plus, celui qui vous a marqué le plus? Moi d'abord, j'estime le talent de Schoendoerfer en tant que romancier. Ce qu'il a pu écrire depuis la 317e, et puis avec Le Crabe-Tambour. Le Crabe-Tambour, c'est un livre magnifique, et donc j'ai une grande estime. Et donc d'imaginer que ces livres, qui vraiment, et Là-haut aussi,
qui nous faisait plonger dans un univers qui était le sien, mais un univers de tourment, un univers de vie où il a approché des choses, mais finalement il reste toujours comme avec un regret, sinon une blessure terrible. Donc c'est quelqu'un qui marche avec une vie vécue dont il n'a pas fini l'histoire. Et je crois que quand il a disparu, l'histoire n'était pas accomplie. Une fêlure, une fêlure, une mélancolie. Je crois, oui. Bah oui, toute cette période du corps expéditionnaire, je crois que ça l'a profondément marqué. Et la vie la plus marquante, je crois que c'est, puis avec ses camarades disparus, ses camarades avec qui il a tourné par la suite, ce soit Raoul Coutard, Garceneau et puis Léron, qui étaient ses deux assistants, et des types formidables. Et donc pour en revenir à votre question, celui qui moi le plus marqué, c'est la 317e, et non pas simplement parce que c'est un film majeur par rapport aux autres, si tant est qu'il y en a un qui soit plus important, mais ce qui était important, c'est l'horizon de vie, c'est les démarches, c'est d'aller là-bas et de vivre une autre vie. Là-bas, ça peut être le Vietnam, mais ça pourrait être une toute autre direction. Mais de vivre intensément, et non pas simplement en prêtant son concours, mais de vivre une situation autre, dans un pays complètement différent, avec des gens que vous ne connaissez pas, et vous vous liez d'amitié, parce que les tournages durent longtemps, et qu'en plus, ils ne sont pas anodins. Donc, on se raconte des choses, toujours en liaison avec les sujets, avec les idées, avec les réflexions de Chêne d'Enfer. On est complètement prisonnier et en même temps libéré de notre carcasse. On va dans un autre univers, celui de Pierre. C'est aussi votre premier film avec lui. Donc, premier film évidemment marquant pour un jeune comédien. Il vous avait demandé, je crois, de perdre 15 ou 20 kilos à l'époque. Vous aviez réussi à les perdre. Il vous avait engagé, je crois, parce que vous aviez déjà réussi ce petit effort. Oui, mais ça, je sais que ça avait marqué Pierre. Mais je me souviens d'un film de Costa Gavras où Montand disait à la télévision, oui, dans ce film, j'ai perdu 20 kilos. Ah bah, formidable. Ah oui, bah oui, c'est comme ça quand on est acteur. Et le lendemain, il y avait Michel Serrault, au journal télévisé, et qui a dit, moi je suis pas un grand acteur, j'ai perdu 1 kilo. Voilà. Donc vous relativisez. Oui, complètement. C'est pas ce qui vous a marqué le plus. Non, vraiment pas. Non, sinon que dans le même temps, c'était un peu fatigant de manger un bol de riz tous les 2 jours. Ce qui a été étonnant, ce qu'il a pu nous faire avec Bruno Kremer, avec Pierre Fabre aussi, qui était le premier assistant et aussi acteur. Et puis, que ce soit Coutard et ses acolytes, ils avaient l'habitude de progresser. Les rombiers, ça s'est marché dans la jungle. Hein. Nous, on n'était pas tellement habitués. Donc, de nous demander ça à tout moment de la journée, quand on se déplaçait, c'était pas pour aller d'un hôtel à un autre, c'était d'un arbre paumé dans la jungle à un autre arbre ou à bord de rivière, il fallait marcher, et donc sans se poser de questions. Donc, ça a été une épreuve pour moi formidable. Parce que, voilà, au cours de l'épreuve, on se rend compte qu'on fait quelque chose, on va vers un but. Quel est le chemin qu'on va emprunter, peu importe, c'est pas le but qui est important, c'est la façon dont on y accède. Et je dois dire que pour mes films que j'ai faits par la suite, en tant que producteur, co-réalisateur, sur la nature, les films de Chêne d'Enfer ont toujours été pour moi un enseignement et une piste à suivre. Est-ce que d'ailleurs, quand on tourne avec Chêne d'Enfer des films de guerre ou dont le prétexte est la guerre, et qu'on vit un film avec des sensations fortes, puis qu'on produit, comme vous l'avez fait, de nombreux films sur la nature, où il y a également des sensations fortes, j'imagine, est-ce que ça ne relativise pas un peu notre humanité? Est-ce que ça ne nous renvoie pas à une certaine humilité par rapport à notre condition d'homme? Si, la guerre d'un côté, les animaux, les tempêtes, les océans, etc. C'est difficile à dire parce que ces films de guerre, moi j'ai pas fait de la guerre, mais j'étais au milieu de combattants.
Tous ceux que j'ai cités, de Raoul Coutard et de Schoendorfer, et d'autres qui l'ont accompagné dans d'autres films, c'est des gens qui avaient vécu, qui avaient fui dans la jungle, qui avaient fui devant les Viettes, couru derrière les Viettes. Liron, qui était un assistant opérateur remarquable, il a perdu une jambe sur une grenade, une mine qui avait explosé. Donc c'est difficile de relativiser. Je sais que la guerre était présente parce que non pas qu'ils se complaisaient à nous raconter ce qu'ils avaient vécu, mais ça transpirait de partout, enfin ils avaient vécu. Et de temps en temps, je trouve que même comme direction d'acteur, c'était formidable, parce qu'il n'y avait pas que Schoendorfer qui me dirigeait, il y avait simplement les yeux des autres. Quand, je sais pas, on armait un fusil ou n'importe quoi, ou quand ils nous regardaient... Vraiment, c'est qu'on était à côté de la plaque. Donc il y avait toujours une correction, et la correction, c'était de ne pas en faire. C'était de ne pas jouer, de ne pas simuler, mais d'être. Mais sans aucune flagornerie, Jacques Perrin, vous êtes un homme dans la vie qui est relativement discret. On n'entend pas tellement parler de vous. Or, vous avez tourné dans des films majeurs, des films capitaux, des films essentiels, dont les films de Schoendorfer dont on vient de parler. Vous avez produit, réalisé des films tout aussi importants. Il y a un contraste entre le Jacques Perrin derrière la caméra et devant la caméra et le Jacques Perrin dans la vie qui est très discret. C'est-à-dire l'homme des sensations fortes d'un côté, avec son humanité et son humilité, et l'homme des conditions et des sensations fortes de l'autre. Je ne sais pas, mais... C'est toujours difficile de se voir soi-même, mais... Bien sûr, mais dans ce que vous dites, admettons que j'ai une relative humilité. Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler. C'est même pas de travailler, qu'est-ce que je dis, c'est de vivre. Et donc, j'ai l'occasion de temps en temps, soit avec les films de Schoendorfer, puis j'en ai eu quelques autres, des horizons complètement différents. Je pense à Jacques Demy, etc. Ce sont des autres prestations. C'est un autre engagement de vie. D'un côté, c'est un rêve, d'autre côté, c'est une nostalgie que vous n'avez pas, mais vous la lisez dans le regard des autres. Je pense au Vietnam. Donc, ça vous marque. Et puis c'est trop passionnant ce que je fais pour d'un seul coup être avec des gens que je ne connaîtrais pas et de disserter, de dire ça a été difficile, quand c'est fini l'épreuve on n'en parle plus. La passion, la création sont indissociables de l'humilité du personnage que vous êtes, que vous ne pouvez pas regarder comme objectivement vrai pour vous parce que justement votre humilité vous l'interdit. Oui, mais je ne me poserai pas ces questions, heureusement qu'avec mon petit grand âge, là maintenant, je suis toujours intéressé, investi dans des sujets, dans des films, dans des aventures de vie, non pas dans des aventures professionnelles. Quand je passe avec mes films, là, sur la nature, quand on va vivre, je sais pas, un mois dans les océans Pacifiques, dans les pôles, et quand différentes choses, et qu'on vit en relation avec les animaux. On n'a jamais vu des dauphins à toute vitesse. On n'a jamais vu ça, être avec eux sous l'eau, à 5 mètres, à 30 km, 40 km de vitesse. C'est formidable, c'est impressionnant. Donc c'est d'approcher la vie. Et là, dans Schoendorfer, en faisant une comparaison, on s'approche de la vie vécue, qui a été tragique. Alors, deuxième film avec Pierre Schoendorfer, au tournage, je crois, âpre, difficile, Le Crabe-Tambour. Vous jouez le rôle principal. Est-ce que vous avez connu d'abord le Crabe-Tambour, le vrai Crabe-Tambour, Pierre Guillaume? Oui, bien sûr. Vous l'avez fréquenté pendant le tournage, après le tournage? Je l'ai fréquenté avant le tournage, après le tournage. On peut dire que c'est un film qui s'est inspiré de sa vie, ou c'est un film qui est très fidèle à sa vie? Non, c'est inspiré. Je crois que si vous aviez dit ça, je vois tout de suite Schoendorfer qui fait un souffle. Non, je me suis inspiré. Moi, je ne fais pas un film sur la vie d'un autre. La vie d'un autre, je l'ai imaginé encore dans tous les dédales de la vie. Et donc, Pierre Guillaume, mais gentiment parce qu'il s'aimait beaucoup, Pierre Guillaume, oui, ce film, c'est ma vie. Un peu, oui. C'est lui qui a donné la possibilité, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord si l'on dit que dans l'honneur d'un capitaine, Pierre Schoendorfer a voulu remettre un peu les pendules à l'heure et montrer deux camps en présence, un camp pro-Algérie française, favorable à l'OAS et à la clandestinité, et de l'autre un certain sectarisme du Parti communiste et du FLN, montré par Charles Denner comme avocat, et par l'autre parti qui paraît comme très manichéenne? Le vrai sujet pour Pierre, c'était
vous connaissez cette expression, on l'a dit sur ces films, la parole donnée. Voilà, la parole donnée, et certains militaires l'ont donnée en 58. Donc pas de parjure. Pas de parjure. Bon, chacun est libre de dire mais il y a adaptation à la politique, etc. Le problème, c'était pas FLN et autres, c'était FLN parce que c'était un combattant qui avait été déclaré avec l'engagement pris auprès du général. Et donc il y a eu des personnes très très bien qui n'ont pas pu vivre avec ce renoncement. Et puis d'autres qui ont compris qu'il y avait un temps, le temps des colonies, le temps, et que le temps fait son ouvrage. Et donc, mais que ce soit dans le Crabe-Tambour ou dans l'honneur d'un capitaine, vous jouez à chaque fois des rôles très solaires, très héroïques, braves, dans des situations qui ne le sont pas forcément. Et c'est peut-être ce qui a fait le mérite et les qualités de Pierre Schoendoerfer, c'est de montrer des hommes de guerre qui sont contre les va-t-en-guerre et qui montrent la guerre d'un point de vue humain et subtil, contre toutes les formes de bellicisme et de jusqu'au boutisme. Oui, tout à fait. Et vous incarnez un petit peu cette figure archétypale, solaire, belle. J'incarne l'image que voulait Schoendoerfer. Hein. Ouais. Pour lui, c'était... Oui, mais vous en aviez conscience quand même. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais la réflexion, ce que l'on peut dire, moi je préférais, quand le film était à la période de lancement, de promotion, c'est que ce soit Schoendoerfer qui parle. Moi je ne suis, comme le disent beaucoup d'acteurs, je ne suis que, j'espère, l'interprète. Ouais. Espérons... pas trop à côté, quoi, mais que l'interprète, c'est lui qui devinait. Puis j'aime bien, moi, de parler de Schoendoerfer, c'était dans quel film? De temps en temps, Pierre marchait sur les plages de Bretagne. Puis il marchait, il était dans des projections, ou au contraire, il y avait des années qui le rattrapaient et qui faisaient qu'il était dans la nostalgie qui était encore vivante, je me rappelle. Mais dans ce... Hormis la défaite, rien n'est plus terrible que la gloire. C'est formidable. C'est Schoendoerfer. Donc on le voit marcher, puis d'un seul coup il se retourne vers vous et c'est... L'héroïsme et la tragédie sont indissociablement liés. Tout à fait. Et ce sont des héros perdus qui perdent, mais qui en même temps sollicitent et restent fidèles à l'honneur et à la fidélité. À l'honneur et à la fidélité, et aussi... comment dire, ils avaient tellement aimé ce Vietnam. Il y avait ce Vietnam, il y a eu la guerre, mais on peut dire que d'une certaine façon, c'était une guerre avec tous les remous de l'histoire, mais une guerre entre frères. Et donc, quand Schoendoerfer avait juré, jamais je ne tournerai au Vietnam, jamais. Je ne peux pas le faire par rapport à mes camarades. Il est retourné parce qu'il y avait plus fort que ça. Et il ne se reniait pas. Au début des années 90, pour le film Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, oui. Alors, vous avez fait également un 4e film avec Pierre Schoendoerfer, c'est Là-haut, Un roi au-dessus des nuages. Film que l'on pourrait dire, sans être péjoratif, un peu bricolé, mais qui néanmoins suscite un vif intérêt quand on le regarde, avec des clins d'yeux aux autres films de Pierre Schoendoerfer, et notamment à la 317e section et au Crabe-Tambour. Vous jouez le rôle, aussi un des rôles principaux. Est-ce que vous pensez que c'est un film en fait qui ne peut convaincre que les Schoendoerfiens, c'est-à-dire les initiés qui aiment l'univers de Schoendoerfer, et que les autres malheureusement ne risquent pas de bien comprendre la forme dont Schoendoerfer a pu faire en sorte qu'il puisse tirer ce film? Vous avez entièrement raison, c'est lire un peu plus la pensée de Schoendoerfer que d'aller voir Là-haut. Beau livre absolument étonnant, formidable, d'un personnage qui va chercher la vérité et un autre personnage dans les brumes des montagnes du Laos ou du Vietnam, je ne sais plus très bien, et qui se perd aussi dans ses recherches, qui se perd aussi dans sa réalité. Donc c'est un sujet qui est troublant, vraiment. Et puis, quand on fait un film, il faut avoir les moyens. Il n'a pas eu les moyens, donc il a été un petit peu trahi par la production, on l'a bien vu.
Nos repas étaient payés. Mais pas grand-chose de plus. C'est dommage, parce qu'il n'avait pas les moyens. Et que, on peut dire que c'est un film un peu fragmentaire. Mais fragmentaire, mais il reste toujours par moments comme des fulgurances formidables. Le Schneiderfer apparaît, puis d'autres où il y avait besoin des continuités, il y avait besoin de passerelles entre une situation et une autre, et ces passerelles demandaient les moyens qu'il n'a pas eu. Et donc ça a été dommage, parce qu'autant que je me souvienne, je crois que ça a été sa dernière expérience cinématographique. Et c'est dommage, parce qu'il aurait pu en avoir. Mais c'est étonnant, hein, de la vie de Schneiderfer, et puis de sa disparition. Pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi a-t-il été opéré? Pourquoi tout ça, c'est aussi un enchaînement de choses qui, avec sa volonté d'engagement, d'avancer, et puis il y a des croche-pieds que lui font la vie, que lui font le devenir des choses. Et on peut dire qu'il a eu un grand parcours et qu'il pouvait résumer formidablement ce qui le hantait. C'était une quête constante. Mais cette quête constante s'est passée de tragédie en tragédie. Il a eu des choses importantes. Hein. Quand vous parlez de quête, il y a aussi la quête spirituelle chez lui. Fille, hein, parce qu'il était extrêmement catholique. Et la quête spirituelle chez lui est aussi importante. Il y a la quête des valeurs militaires, de la noblesse, de l'aristocratie, mais il y a aussi les valeurs spirituelles auxquelles il était très rattaché grâce à son protestantisme chrétien. Absolument. Je dirais très religieux. Protestantisme, je ne sais pas s'il était suivant des préceptes, des enseignements, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est mystique. L'aspect mystique était important. Chrétien. Oui. Il avait une profonde estime pour les chrétiens, pour les gens qui, outre être parmi les humains, ont aussi un rôle à jouer. Parce que finalement, il est un protestant. Il a honoré la création à travers les films qu'il a fait, pourtant dans des films de guerre où les humains ne se comportaient pas forcément d'une manière qui était tout à fait noble. De la même façon, vous avez produit aussi de nombreux films où vous louez la création naturelle, la création minérale, végétale, animale. Il y a là deux formes de passion pour deux types de création qui n'en font qu'une et qui s'appelle le cosmos. Qui s'appelle le cosmos. Je pense que dans toutes les tragédies qu'a traversées et les formes de vie exaltantes qu'il a pu vivre, il reste malgré tout l'homme et le partage de combat, mais l'homme et sa solitude. Et donc c'est un peu riche d'enseignements et assez tragique malgré tout comme parcours. Moi, je travaille avec les animaux, on ne peut pas être pessimiste, parce que même si ça ne va pas bien, la vie est encore là, et tant qu'on la protège, tant qu'on se donne du mal, tant qu'on se dit ce qu'il y a dans les animaux, c'est pas la bébête au milieu du jardin, c'est des formes d'existence. Quand on pense qu'il y a un héritage culturel chez les animaux, et quand on approche grâce aux scientifiques, évidemment, ne vont pas avec nous sur le terrain, mais avec tout simplement, on met 4 ans pour faire un film, 4 ans et demi. Et donc, avec mes collègues, mes compagnons d'aventure, voilà, on vit avec quelque chose qui est du domaine, je dirais presque du mystique aussi. Mais là aussi, je vois une analogie entre la nature sauvage dont vous parlez d'un côté et la nature guerrière ou la nature des hommes telle qu'elle a pu se déployer dans l'œuvre de Schneiderfer. C'est toujours la volonté de ne pas domestiquer la nature, comme de ne pas vouloir domestiquer ou dominer les hommes, essayer de les laisser le plus possible libres par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur environnement. Oui, c'est très juste, c'est très juste. Quand même dans les combats qu'il a pu poursuivre, il y avait toujours l'estime profonde de celui qui est en face. Et donc, il avait une vision chevaleresque. Chevaleresque. L'autre qui est en face, c'est parce que c'est un combat, mais il a autant le droit de vivre que moi. Donc, c'est pas la vision de George Bush. Disons les choses. Peut-être, oui, bien sûr. Un peu carrément. Et donc, voilà, il y a un enseignement, une philosophie de vie qui est importante. Mais ça, ses deux fils et sa fille et que Pat, sa femme, pourront en parler.
Mais voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un homme hors du commun. J'ai eu la chance de partager des choses qui lui étaient chères et qui me le sont devenues parce qu'à son contact. Donc, par lui, grâce à lui, parfois, souvent, j'ai pas mal vécu. Quand vous disiez que vous estimiez l'écrivain Pierre Schoendoerfer, j'imagine que vous admiriez l'homme et le metteur en scène. Oui, le Schoendoerfer. Ce qui est bien, il était tout, mais pas un metteur en scène. Ouais. Et c'est là où il était un grand metteur en scène. Ouais. Je me souviens toujours avec Raoul Coutard, qui était son opérateur. On marchait dans la jungle, on marchait. Celui qui a mis en scène plus tard la Légion sur Colvézi, notamment. C'est ça, oui, oui. Puis qui avait fait Oabine, très longtemps. Et donc on marchait, et Raoul marchait toujours devant dans la jungle. Et puis on arrivait avec le barda sur le dos, on n'avait pas d'affaires personnelles. Hein. Et puis il y a Coutard qui dit à Schoendoerfer, bon, alors, où je mets la caméra? Tu la mets où tu veux, moi je fais un film. Ça fait penser à Michel Audiard qui, paraît-il, se retrouvait dans les mêmes dispositions quand il mettait en scène un film. Ah oui. Il ne savait pas où mettre la caméra. Il a arrêté après. Non, mais ça c'était une formule, mais il savait très bien où il la mettait. Mais il avait confiance aussi en Raoul Coutard. Ça, l'expression était formidable. Merci en tout cas Jacques Perrin d'avoir évoqué Pierre Schoendoerfer, parce que comme je le disais juste avant que nous ne parlions ensemble, faire une émission sur Schoendoerfer sans vous, c'était pas possible. J'ai bien compris le sens de votre message et j'ai répondu aussitôt. Merci. Merci à vous. Voilà, Jacques Perrin, vous en parliez, Philippe Duc, vous en parliez, Olivier Daza, on vient de le voir. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Jacques Perrin quand on parle de Pierre Schoendoerfer et de ses compositions. Vous qui le connaissez un petit peu, Olivier Daza. Oui, même très bien. Que vous avez travaillé avec lui sur Himalaya, l'enfance d'un chef, sur d'autres choses. Et il est, Jacques Perrin, la noblesse du cinéma français, et sa seule raison d'être, de vivre. Enfin, c'est à la fois un héros de Melville, le capitaine Achab, et à la fois il est Balthazar Claës de la recherche de l'absolu. C'est-à-dire que c'est un homme qui met sa vie en péril physiquement. Moi j'ai déjà vu avoir des petits problèmes respiratoires vers 9h du matin, tellement il se stresse, tellement il va aller jusqu'au bout des choses. Il avait mis ses fonds propres dans le 40e rugissant, il a mis 10 ans à récupérer. Il n'a fait que des succès qui nous fait perdre de l'argent systématiquement. C'est-à-dire que il est vraiment dans cet absolu. Les coûts des films étaient trop élevés. Les coûts, il les faisait exploser. Rien n'était assez beau pour son rêve. Et il est unique. Il est unique. Alors il y a quelque chose de particulier, c'est que j'ai travaillé pour des acteurs de comédie. C'est la personne la plus drôle tout à la fois. C'est-à-dire qu'il a une dérision exceptionnelle, dévastatrice. C'est pour ça qu'il n'est pas vraiment un homme de gauche. Et tout à la fois, il est un guerrier lorsqu'il monte un film. Alors ces deux personnages, comment peuvent-ils cohabiter Je ne sais pas. C'est Mystère Jacques Perrin. Oui. Alors, pour constituer quand même un petit peu Pierre Schoendoerfer, parce que là on a parlé de Pierre Schoendoerfer et de Jacques Perrin, mais les deux sont indissociables. Pierre Schoendoerfer ou l'honneur d'un cinéaste français. Pierre Schoendoerfer est né le 5 mai 1928 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Il est d'origine alsacienne. Il est un romancier, un metteur en scène, un scénariste et un documentariste. Pupille de la nation, marin et matelot, naviguant sur toutes les mers, il rentre en France appelé pour effectuer son service militaire, puis s'inscrit comme volontaire pour partir en Indochine. Il filme la guerre en 1952 à la chute de Dien Bien Phu, où il est fait prisonnier avec toute sa garnison. Libéré fin août par les accords de Genève, il reste en Indochine et se fait démobiliser sur place en 1955. Après avoir été photographe, Schoendoerfer tourne en 1956 La Passe du Diable, d'après le roman de Kessel, puis Ramucho et Pêcheur d'Islande, deux dernières adaptations des romans éponymes de Pierre Loti. En 1963, Schoen écrit la 317e section, qui devient un film en 1964, et qui est un film entre la fiction et le document sur la guerre d'Indochine, puis Objectif 500 millions en 1966, La section Anderson en 1967. Un an après, il publie L'adieu au roi, qui obtient le prix Interallié. Et en 1976,
Sean rédige le roman Le Crabe-Tambour qui obtient le Grand Prix de l'Académie française. Il l'adapte pour le cinéma en 1977. Ses 3 derniers films, on l'a évoqué, seront L'honneur d'un capitaine, sur la question de la torture durant la guerre d'Algérie en 1982, non pas la guerre d'Algérie, le film qui sort en 82, Dien Bien Phu en 1992 et Là-haut, un roi au-dessus des nuages en 2014, adaptation cinématographique de son roman éponyme édité en 1981. Pour être un peu plus complet, il faut ajouter que Sean est également l'auteur de L'aile du papillon. Il meurt le 14 mars 2012 à Clamart. Aucun rapport, bien sûr, avec l'attentat. Alors, le premier vrai grand film, on l'a évoqué tout à l'heure, de Schoendoerfer, c'est la 317e section. Est-ce que vous vous rappelez, Philippe Duc, lorsque vous avez vu le film à l'époque, est-ce que vous vous rappelez des sentiments qu'ils vous ont procurés ? Oui, très bien. Est-ce qu'il demeure ? D'autant que j'ai écrit un article dessus à l'époque que j'ai encore à peu près en tête. Ce que je voudrais dire tout de même, pour expliquer une singularité de ce début de carrière, les 2 adaptations de Pierre Loti qui s'intègrent mal dans sa filmographie, Ramucho et Le Pêcheur d'Islande, ce sont des films de producteurs. Georges de Borgard, qui était le producteur de Schoendoerfer, et que j'ai bien connu, qui était aussi le producteur de Godard après, Beauregard était un personnage singulier, tout à fait curieux, un peu aventurier, qui produisait des films en Espagne, on ne sait pas trop bien avec quel argent, et puis qui est revenu en France, et un beau jour, il a eu envie, c'était un fou de Pierre Loti, surtout à cause de Ramuncho. Il était à moitié basque d'origine, donc en tant que demi-basque, Ramuncho l'interpellait quelque part, comme il ne faut pas dire. Et donc, il avait envie de faire ce film, et il avait sous la main un jeune cinéaste disponible qui n'avait pratiquement pas de référence. Il lui a fait faire Ramuncho, et sur la lancée, il lui a fait faire Pêcheur d'Islande. En lui disant, ces films, vous les faites pour moi, je sais très bien que ça ne vous dit rien, mais après, vous pourrez faire le film que vous avez envie de faire, je vous promets que je vous laisserai carte blanche. Et c'est comme ça qu'a été fait la 317e section, qui était le projet qui tenait à cœur Schoendoerfer à ce moment-là depuis déjà quelques années. Alors, l'impression du film... une sorte d'aérolite venue on ne sait trop d'où. En 64, 65, je ne me rappelle plus exactement, on est en pleine nouvelle vague. Ce sont les films de Truffaut, de Chabrol, de Godard qui tiennent le haut du pavé. Et tout d'un coup... Romer de Rivette. Oui, encore que Romer a fait un petit intermède. Ça a été plus long et moins immédiat. Et sauf moins que la net. collectionneuse est 65 quand même. Oui, mais ça n'a pas été immédiatement une sensation remarquable. Non. La 317e section a fait sensation. Ça ne ressemblait à rien de ce que faisaient ces jeunes gens qui, à l'époque, avaient 30 ou 35 ans. Les 3 que j'ai cités en tout cas. C'était un film en noir et blanc alors que tout le cinéma français était en train de passer à la couleur, et ça c'est important. Et c'était le premier film, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, sur la guerre du Vietnam. Il ne faudrait pas être injuste, il y a eu comme un brouillon de la 317e section, qui était un film de Claude Bernard Robert qui s'appelait Patrouille sans espoir, que moi j'ai visionné avant, il s'appelait Patrouille de choc, et c'était un film très pessimiste, qui finissait mal, et la censure militaire, le ministère de la guerre de l'époque, avait obligé Bernard Robert à avoir une fin optimiste, parce que nous étions en ce temps-là en pleine guerre d'Algérie, et qu'il ne s'agissait pas de montrer un adversaire venant à bout de l'armée française. Mais ceci étant, Patrouille sans espoir était un film tout à fait intéressant, en noir et blanc, bien sûr, tourné avec les mêmes moyens naturels que la 317e section, avec des acteurs inconnus ou peu connus. Le film n'est pas vraiment réussi, et Claude Bernard Robert n'est pas un cinéaste de la dimension de Schoendoerfer. Mais enfin, je pense que ça a été une sorte de brouillon quand même pour Schoen.
Et alors, quand il a enfin réussi à faire sa 317e section, et que ce film est sorti, film signé d'un inconnu, peut-on dire, hein, parce que les adaptations de Pierre Loti, personne n'y avait accordé attention. Et La Passe du Diable non plus. La Passe du Diable, pas beaucoup non plus. Non. Et il est sorti en quelle année là, c'est au tout début des années 50 ? Ah non, pas au tout début des années 50, mais vers le milieu, je sais pas. Il se passait des événements politiques et cinématographiques peut-être aussi, qui l'ont totalement éclipsé. Hein, donc c'est un film qui n'a pas eu sa chance. D'ailleurs, moi j'ai un bon indice, c'est un film que je n'ai jamais vu, alors que ça avait tout pour m'intéresser à l'époque. Je n'ai pas vu La Passe du Diable. Donc, les deux Pierre Loti, personne ne les avait vus, et à ma connaissance, personne n'en avait rendu compte, sauf peut-être 3 lignes négligentes ou condescendantes dans François ou Cinémonde, et encore, je ne suis pas sûr. Donc, c'était l'oiseau rare hein, qui débarquait. Et cet oiseau rare avait très bonne mine. Et il a étonné tout le monde, il a frappé toute la critique, de droite comme de gauche. Hein, bon, alors moi, vu le journal où j'écrivais, qui était le journal de Pierre Boutan... La Nation française. La Nation française, c'est un film qui avait tout pour me plaire. Moi, j'ai pas mal de militaires dans ma famille. Un cousin germain de mon âge, qui devait avoir l'âge de Jacques Perrin dans le film, qui a laissé la vie dans le delta tonkinois dans les derniers mois de la guerre. Ouais, j'avais des tas de raisons personnelles pour que ce film me touche. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que la critique de gauche, dans l'ensemble, a bien réussi. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'on peut dire, l'Humanité, que je n'ai jamais beaucoup lu, ou tel autre, mais par exemple, des critiques comme était-ce Bory, Jean-Louis, était-ce Cournot, Michel, je sais, l'un comme l'autre, je crois bien, ont été très emballés par ce film. Est-ce que ça n'est pas parce que Pierre Schoendoerfer s'attache davantage à des attitudes d'hommes plutôt qu'à leurs idées ou à leurs pensées, et que par conséquent tout le monde peut humainement s'y identifier? Probablement, sans doute y a-t-il de ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas apparemment d'idéologie sous-jacente dans le film Schoendoerfer, ce qui donc ne dérangeait pas la presse dont je viens de citer de Spécimen. Et par contre, ça leur évoquait des références cinématographiques, des films de guerre de Samuel Fuller ou de Raoul Walsh, des choses comme Aventure en Birmanie ou J'ai vécu l'enfer de Corée, enfin des films comme ça que les cinéphiles français, quel que soit leur horizon politique, avaient toujours beaucoup apprécié. Et comme on reprochait toujours au cinéma français de ne jamais évoquer notamment les guerres coloniales, là tout d'un coup on avait un démenti venu dont on ne savait trop où, d'où l'accueil parfois perplexe chez certains, enthousiaste chez d'autres, qui a fait du jour au lendemain du nom de Schoendoerfer un nom très connu. Alors vous-même, Olivier Daza, la 317e section, comment l'avez-vous vu, si j'ose dire, avec vos propres yeux? Alors sur la réflexion de Philippe, oui, c'est un film liturgique. Ouais. C'est un film qui ne s'ancre pas uniquement dans la réalité coloniale. Ouais. Hein, c'est en cela que Philippe a raison, c'est un film qui dépasse largement, et c'est pour ça qu'il a échappé probablement à une tempête idéologique entre la droite et la gauche. Alors Philippe disait quelque chose qui m'a intéressé, c'est la notion de l'aérolite, d'objets inconnus qui débarquent dans le cinéma. Et pourtant, sa thématique se rattache à la thématique profonde de la Nouvelle Vague. Vous en parlez justement dans votre article de l'Action française. Qui est la déambulation. Ouais. C'est-à-dire que le cinéma de la Nouvelle Vague est un cinéma déambulatoire. Le Signe du Lion, Gessane, se clochardise dans une marche sans but dans Paris. On a Agnès Varda avec Léo de 5 à 7, elle traîne toute une journée en attendant le résultat. Corinne Marchand. On a le Feu Follet, Maurice René, Louis Malle qui passe en revue toute sa jeunesse. On a le personnage de Jean de Sailly dans La Peau douce qui tâtonne dans un adultère et qui se retrouve au bord du vide lorsque sa maîtresse le quitte. Et là on a deux hommes perdus dans la jungle et qui cherchent leur chemin et qui déambulent. On est pourtant, ce qui est très curieux, dans une thématique de la Nouvelle Vague, et on est aussi, attention, le film sourd, il y a aussi L'Insoumis. Oui, d'Alain Cavalier, de 64, qui est en noir et blanc, et qui évoque à travers le personnage d'Alain Delon le thème du soldat perdu. Ouais. Et
là, Jacques Perrin parle de la parole donnée, qui est le vrai sujet du film. Alors là, évidemment, même lorsque l'on dit la parole donnée, là, on n'échappe plus à l'idéologie. Qu'on le veuille ou non. Il y a des mots qui ne sont pas innocents. La parole donnée, c'est comme celle des officiers français fusillés par De Gaulle. C'est quand même celle de Passant-Thierry, c'est comme celle de Gaulle. La parole donnée, effectivement, c'est une métaphysique du soldat. Elle se donne à toute époque. Elle n'est pas propre. Elle n'est pas relativisable, elle n'est pas discutable. Elle n'est pas discutable, c'est-à-dire qu'un officier français prête serment, c'est un absolu. Voilà, c'est un absolu qui ne fait pas de lui un adversaire de ceux qui sont contre l'Algérie française, forcément. Mais c'est la parole donnée. Par rapport à lui-même, par rapport à ses supérieurs. Et voilà. Et là, on est dans le vif, on est dans l'insupportable. Alors, il y a un personnage, justement, dans la 317e section, c'est Bruno Kremer, qui a, comme vous le dites... Qui meurt en Indochine ensuite, en Algérie, je crois, après. Et alors, qui meurt en Algérie, qui s'est engagé, en fait, sous l'uniforme allemand, mais il a été obligé parce que... Alsacien. Il est alsacien en 44-45. Et vous parlez de sa placidité granitique et de la silhouette gracile de Jacques Perrin. Oui, là, on est dans un couple. Et on a un petit peu tendance... Peut-être est-ce parce que j'accorde une importance particulière aux acteurs, à trouver que Jacques Perrin est peut-être pas encore complètement mûr et que le personnage interprété par Kremer est plus à l'aise et plus confiant dans son autorité, sa souveraineté intérieure. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il a fait l'école des officiers de réserve. Alors que c'est Jacques Perrin qui dirige. Oui, bien sûr, mais c'est la thématique qui est militaire. C'est-à-dire que on devine que ce personnage de Jacques Perrin vient d'une famille de la grande bourgeoisie, qu'il a reçu une formation militaire d'officier supérieur, et il est coaché par un adjudant qui, lui, n'a pas les mêmes états, je dirais, intellectuels. Et on est aussi, si on veut s'amuser, Philippe, on est aussi dans une sorte de Rubempré et de Vautrin à travers la jungle. Non, c'est cette parole donnée qui... Vois-tu, voyez-vous, lorsque il y a la guerre du Vietnam aux États-Unis, lorsqu'il y a la guerre en Irak, les démocrates américains s'expriment librement et violemment contre l'entrée en guerre, contre la guerre du Vietnam. Mais lorsque celle-ci débute, lorsque les Marines se sont là-bas et se taisent, ils ont le respect du sang versé de leurs Marines. Chez nous, à cette époque, ça n'a pas été le cas. On a le droit que des intellectuels s'expriment dans la presse et disent qu'ils sont contre cette guerre coloniale. Oui, alors là, c'est tout à fait le droit. Mais on n'a pas le droit que les Français trahissent des soldats français là-bas. Mais très paradoxalement, Olivier Daza, ce que vous dites est très vrai, mais 40 ans plus tard, au moment des interventions en Irak, en Afghanistan, etc., ce seront plutôt les Français qui auront un œil critique vis-à-vis de l'engagement de leur propre armée, et ce sont plutôt les Américains qui auront une vision manichéenne et une vision dualiste, en estimant qu'il y a d'un côté les bons, eux, et de l'autre côté les méchants, les autres. Oui, tout ce qui n'est pas américain, tout ce qui n'est pas communiste est fasciste. Hein. On disait la Troisième Internationale communiste. Ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas si tu as vu les 10 morts français qu'il y a eu, avec ce qu'avait dit notre ministre de la Défense, Hervé Morin. Il dit quelque chose de très juste. Il s'est dit, c'est à ce moment-là, les familles ont porté plainte, quand la presse s'est émue de 10 soldats français tués, que j'ai compris l'état de dégradation de notre pays sur le plan patriotique et de sa capacité à être prêt à mourir pour. Alors on regarde tout de suite la bande-annonce de la 317e section. Le 4 mai 1954, pendant qu'à Genève siège la conférence qui mettra fin à la guerre d'Indochine, 4 Européens et 41 supplétifs cambodgiens évacuent le poste de Luang Ba pour se replier sur Tao Tsai. Tao Tsai, c'est encore loin? Tao Tsai est sans doute déjà tombé. Non. À la radio, il disait que... Vous l'avez eu? Demande-lui si Tao Tsai est tombé. Le poste de Tao Tsai tient toujours. Les Viettes leur ont dit que Dien Bien Phu était tombé. Tao Tsai aussi. Mais ils ont encore entendu tirailler pendant la nuit. Ce décrochage de 150 km devient un fantastique combat d'arrière-garde où il faut lutter contre la jungle,
la mousson, les animaux. Vous avez une sangsue dans le cou. Laissez-moi faire, il faut leur chauffer les miches à ces salopes, sans ça, le sang coule toujours. Les rivières en crue. Les hommes. Écoute, demain on planque les blessés, les pactages. On forme un commando léger et on fonce bride abattue. La charge de la brigade légère. C'est de la connerie! Si dans 48 heures ces deux-là sont pas à l'hôpital, ils sont foutus! Adjudant Wilsdorf, nous partons avec les blessés. Coute reste en couverture et c'est tout. C'est un ordre. Telle est l'impossible bataille que doit mener cette poignée d'hommes, cette section cernée par un ennemi 10 fois plus nombreux, la 317e section. 4, 3, 2, 1. À travers ces aventures et ces combats, vous découvrirez une guerre inconnue, Formidable, mon coco. cruelle. Il y a devant le tripoter, ça leur pètera à la gueule. C'est un vieux truc, mais ça prend souvent. Deuxième compagnie! Tirez seulement sur des objectifs visibles! Étrange. Foutre le camp d'Edmund Poe. Blanc, foutre le camp. Jaune, restez. Le vrai visage des hommes qui l'ont vécu. Le vrai visage des hommes en guerre. Soldats français de Lima, bravo, vous êtes perdus. Rendez-vous à l'armée de la République démocratique du Vietnam. Vos blessés sont soignés comme les nôtres. C'est cette guerre fratricide. Voilà la 317e section, la bande-annonce de l'époque, en 1965. Il y a un film qui sort juste après, dont on en parle assez peu en général quand on évoque la carrière et la filmographie de Pierre Schoendoerfer, c'est Objectif 500 millions, avec toujours Bruno Kremer. Alors là, pour le coup, c'est probablement le film politiquement le plus radical de Pierre Schoendoerfer, car là, il assume carrément son héros principal comme étant un membre de l'OS, un soldat perdu, un aventurier tragique qui se fait tuer à la fin en sachant très bien qu'il va se faire tuer et qui justement résume très bien sa vision du monde à travers ces quelques mots qu'on va écouter et qui permet de savoir à quel type d'homme renvoie précisément Pierre Schoendoerfer. Il y a 3 métiers pour un homme. Roi, poète ou capitaine. Malheureusement, je suis pas poète. Voilà, Philippe Dugues, ça c'est quand même un petit peu les deux premières fonctions de la trifonctionnalité indo-européenne qui sont mises en exergue par Pierre Schoendoerfer, c'est-à-dire la valeur du poète, la valeur spirituelle, et la valeur guerrière, la valeur militaire, la valeur aristocratique, et la valeur économique, la valeur productive, la valeur marchande se trouvent singulièrement absentes. Est-ce que là, on n'a pas quand même, en quelque sorte, une certaine Weltanschauung, une certaine vision du monde schoendoerfienne, de l'idéal type, de l'idéal d'homme schoendoerfien ? Oui, sans doute avez-vous raison. Et n'est-ce pas finalement l'anti-Costa Gavras ? Ça, à tous égards, certainement. Non, parce que Jacques Perrin a beaucoup tourné aussi. Sauf l'emploi de Jacques Gavras. Perrin, j'allais lire. Mais bon, j'ai bien connu Costa, qui est un garçon pas antipathique. Mais enfin, bon, la comparaison serait ressentie comme injurieuse par l'un et par l'autre. Donc, ne la poussons pas plus loin. Alors, Objectif 500 millions, franchement, moi, je ne l'ai pas revu depuis l'époque de sa sortie. Et pour être tout à fait sincère, c'est un film que je n'avais pas beaucoup aimé. En ce temps-là, j'avais trouvé le scénario assez banal. Pour moi, bon, c'était un film de mauvais garçon, un film de polar, gangster, ce que vous voudrez, comme beaucoup d'autres, et qui notamment m'avait rappelé le seul long-métrage de fiction que Jacques Dupont, le compère de Schoendoerfer dans La Place du Diable, a tourné
très peu d'années avant, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, qui s'appelle Les Distractions. Les Distractions avec Claude Brasseur, Jean-Paul Belmondo. Voilà, exactement. Et Alexandra Stewart. Et Mireille d'Arc, etc. Oui, Mireille d'Arc. Mais non, mais Alexandra Stewart était quand même bien plus belle. Absolument. Et Silva Cochina, que vous qui est très belle aussi. Vous avez raison de le mentionner. Donc, Les Distractions, qui n'est pas non plus un film très réussi. Qui est sympathique. Oui, distrayant. Oui, distrayant. Plus que sympathique. Bon sens du terme. Oui, mais alors vous voyez, c'est probablement injuste. À l'époque, j'ai pas fait une grande différence entre le film de Dupont et le film de Schoenderfer. Et il est quand même plus sérieux, le film de Schoenderfer. Objectif 500 millions. C'est quand même plus un polar militaire, alors que Les Distractions, c'est plus un divertissement policier, léger, insouciant, parisien. Mais enfin, les deux Gus, comme on disait à l'époque, sont aussi des anciens du Djebel et qui se sont égarés, sont des soldats perdus. Non, il y a tout de même... Oui, mais chez Bruno Kremer, là, vous avez quand même une vision quand même très assumée, très affirmée dans ce qui vient d'être dit notamment. On sent la dureté, la radicalité, l'implacabilité dans le jugement qu'il peut effectuer à l'égard de l'humanité en général. Peut-être parce que vous connaissez la suite de l'œuvre de Schoenderfer et qu'il y a une cohérence en effet dans tous ces films. Je veux dire qu'à l'époque, ça m'avait complètement échappé. On peut ne pas aimer un film cinématographiquement et l'aimer pour des raisons politiques ou idéologiques, et vice-versa. C'est un système qu'il ne faut pas pousser trop loin même. Parce qu'on beaucoup de gens de gauche l'ont fait. Raison de plus pour ne pas le faire, pour ne pas les imiter. Mais mais j'en suis très conscient. Aimer un film pour des raisons extra-filmiques, ne serait-ce que pour les beaux yeux de la jeune première, je pourrais vous en citer des dizaines comme ça. Mais par contre, puisque notre ami Olivier Daza est scénariste, ce que je vais dire là, il va peut-être le relever sévèrement, je trouve que ce qui pêche dans l'objectif 500 millions, c'est le scénario. Je trouve ce scénario d'une banalité qui ne le distingue pratiquement en rien de tout ce qui pouvait se faire à l'époque. Alors disons scénariste. alors disons très rapidement, parce que vous parlez du scénario, il s'agit d'un type qui a fait l'Algérie, qui sort de prison, qui a été dans l'OS, qui va faire un casse. Il veut récupérer l'argent par un parachute, effectivement, ce qui paraît déjà un petit peu iconoclaste. Et puis il va se faire descendre à la fin parce qu'il veut récupérer le butin et se venge sur un type qui l'a donné ou l'a balancé 30 ou 40 ans auparavant. Voilà. Alors, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, si on ose dire. Et vous, ça vous a paru un peu cafouilleux ou un peu conventionnel. Si vous voulez, pour ce qui est du personnage central, moi je préfère infiniment Maurice Ronet dans Ascenseur pour l'échafaud à Bruno Kremer dans ce film-là. Ronet dans Ascenseur me paraît quelque chose de vrai. Je crois à son passé de parachutiste, et lui-même le rappelle avec une certaine dérision. Je me rappelle une réplique, il dit, on le sait bien, un parachutiste c'est un ange. Je crois que c'est à Jeanne Moreau qu'il dit ça. Le film me paraît infiniment supérieur, y compris sur le terrain où vous vous situez. Mais il se peut que je n'ai rien compris à un grand film de Schoenderfer. Non. Nul critique n'est parfait. Alors il se peut aussi que vous soyez un homme de gauche. Vous n'avez pas éventualisé cela. C'est un scoop. C'est la révélation de cette émission. Je ne l'avais jamais soupçonné. Je vous promets de creuser l'idée. Alors vous, Olivier Daza, vous l'avez vu assez longtemps après la sortie, ce film. Dans les années 80, quand vous étiez critique de cinéma, cinématographe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ratifiez les propos de Philippe Dugues, ou est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un film qui, sur le plan cinématographique, est un peu moyen? Je vais être honnête, je regrette de ne pas l'avoir vu. Ah, vous l'avez quand même pas vu? Non, je l'ai pas vu. Ah, vous l'avez pas vu. Vous croyez l'avoir vu, mais vous n'avez pas vu. Je pense que je ne l'ai pas vu en voyant la bande-annonce. Ah d'accord, d'accord, oui. Enfin, cela dit, ça dure 14 ou 15 secondes. Ça a été le contraire d'un succès. Ça fait partie des films qu'on ne connaît pas de Schoenderfer. Oui, justement. Et on faisait payer à Schoenderfer le succès inattendu de la 317e section. C'est un phénomène classique dans le cinéma. Tout le monde connaît ça. Alors, autre film sur lequel on ne va pas s'attarder, c'est La section Anderson en 1967, qui est un documentaire filmé. Et puis, après, évidemment, on passe au Crabe Tambour, ouvrage écrit en 1976,
filmé pour le cinéma en 1977. Et là, Le Crabe-Tambour, on a là un très grand film de Schoendoerfer, peut-être un Schoendoerfer à son apogée, Philippe Dugues. Oui, tout à fait. Pour moi, dans l'œuvre un peu inégale quand même de Schoendoerfer, parce que contrarié par des tas de contraintes de production, des ennuis de toutes sortes, il y a quand même deux grands films incontestables, la 317e section et Le Crabe-Tambour. Je pense que les deux sont ses chefs-d'œuvre, dans des styles un peu différents. Le Crabe-Tambour étant, d'abord, il est tiré de son roman, oui. Donc il y a tout un arrière-plan psychologique plus fouillé, moins sommaire. Comme disait très bien Olivier Daza, la 310e section, c'est l'histoire d'une déambulation. Là, nous avons, oui, si on peut bien, une déambulation maritime aussi, mais avec une espèce d'intériorité des sentiments, des réactions, le rôle de la mémoire qui interviennent sans arrêt, qui donne un arrière-plan psychologique beaucoup plus consistant à celui-là, je dirais, qu'à tous les autres films de Schoendoerfer. Moi, c'est comme ça que je le ressens, celui-là. Alors, il y a quelque chose qui est étonnant dans ce film, c'est qu'on parle évidemment de Jacques Perrin qui incarne le Crabe-Tambour, mais il a un rôle pratiquement, en termes de minutage et termes d'importance, qui est à peu près aussi important que celui de Jean Rochefort. Et c'est là où, probablement, un des meilleurs films de Jean Rochefort. Un Jean Rochefort crépusculaire, dramatique. Il a trouvé là le rôle de sa vie. Et puis là, on est vraiment dans un tout autre registre que ce que nous avait habitué Schoendoerfer. À la fois, c'est curieux, parce que quand j'avais vu le film, j'avais pensé à un roman, j'avais pensé au désert des Tartares de Buzzati. Il y a une sorte de quête, d'attente, et puis finalement... Que Zurlini tournera avec Jacques Perrin. Nos héros se noient toujours dans un mirage, finalement, dans la brume. Quelque chose qu'on n'atteint pas. Et ce qui est étonnant aussi, c'est l'obscurité qui se trouve dans le bateau, où sont Jacques Dufilot, Claude Rich et Jean Rochefort, et la luminosité, la lumière de la jungle où se trouve le Crabe-Tambour, où se trouve Jacques Perrin, qui incarne ce soleil. Oui, puis l'image idéalisée de Jean Rochefort aussi. Oui. C'est un très beau film. Petite remarque à propos du rôle de la brume dans ce film. Il y a une scène qui pour moi est restée inoubliable. Je sais pas, elle dure 3 minutes, je pense. C'est la scène à Terre-Neuve, dans l'espèce de bistrot qui est tenue par Odile Versoix, qui était une actrice que j'aimais beaucoup. La sœur de Marina Vladi. Oui, c'était le contraire. Pour moi. Mais vous aimez bien les femmes. On est comme quelques-uns à les aimer. C'est une des raisons d'aimer le cinéma. Jean-Georges Auriol avait très bien expliqué ça. Effectivement, on voit Odile Versoix probablement 3 minutes ou 4 dans cette scène à Terre-Neuve, mais elle est inoubliable. Elle surgit dans une espèce de brouillard épouvantable qui, je crois, enveloppe l'île 12 mois sur 12, ou à peu près. C'est pas un lieu où on a envie d'aller habiter. Et tout d'un coup, il y a cette apparition presque féerique, un peu, pour peu qu'on soit sensible, en effet, au charme de l'actrice, dont je pense d'ailleurs que ça a été probablement le dernier ou l'avant-dernier rôle, puisqu'elle est morte très vite après, prématurément. Et là, on voit surgir de la brume et de la vie dans laquelle sont embarqués tous les protagonistes, cette apparition féminine tout à fait insolite. Parce que c'est un film d'homme. Oui, c'est pour ça que c'est rare les rôles féminins dont on se souvient chez Schoendoerfer. Eh bien là, moi j'ai été frappé par celui-là. Olivier Daza, ça fait partie des films qui, pour vous, ont compté en tant que critique de cinéma. Quand vous avez vu ce film, qui était quand même un film pessimiste, dramatique, tragique, est-ce que vous avez été éprouvé par un tel film ? Le Crabe-Tambour ? Oui. Est-ce que ça a fait partie, disons, des films références qui vous ont le plus marqué ou non, moins que la 317e section. À la limite, vous préférez la 317e section ? Ah oui, c'est un film tellement réussi, tellement liturgique, c'est une messe virile et universelle. C'est dans le fond l'exaltation d'un devoir purement masculin. C'est qu'on est un guerrier et puis c'est tout. Et puis cet apprentissage de l'héroïsme est un apprentissage effectivement machinal. Alors, c'est tous les gestes qu'essaye d'apprendre Kremer au jeune Jacques Perrin. Alors, on va voir tout à l'heure l'entretien avec Claude Rich. Il est beaucoup question de la parabole des talents
dans ce film. Jacques Dufilot, notamment, en fait part à de nombreuses reprises. Il y a aussi la dualité, puisque, en fait, d'une certaine façon, Jean Rochefort cherche à retrouver à travers les mers le crabe-tambour, Jacques Perrin, qu'il a connu plusieurs années auparavant, alors que lui n'a pas osé franchir le cap de rentrer dans la clandestinité dans l'OAS, alors que le crabe-tambour a franchi le cap, est rentré dans l'OAS et a été jusqu'au bout de l'honneur et de la fidélité. On ne rattrape pas l'histoire. Et ces deux personnages sont d'ailleurs émouvants. M'autorises-tu une petite digression dans toute notre réflexion, parce qu'on parlait d'idéologie, des réactions de la presse de gauche, de la presse de droite. On sait ce que c'est finalement qu'un cinéaste de gauche. On sait ce que c'est qu'un film de gauche. On le connaît avec Boisset ou... Faudrait réévaluer Boisset. Je ne sous-estime pas Boisset. Je dis simplement que c'est parti des cinéastes engagés de gauche. C'est-à-dire que présenter des gens de l'OAS, présenter des militaires ou quoi que ce soit... Non, on ne peut pas dire que RAS est un film de droite. Non, mais on peut dire qu'ils sont maltraités. Hein, ils sont traités sans nuance. Pas tous. Tu trouveras toujours. Philippe Leroy-Beaulieu, dans RAS, est très bien traité. Oui, mais... C'est un officier d'élite. Oui, je vois, mais c'est pour mieux aussi... Souviens-toi, quand même, Jacques Weber n'est pas dupe totalement de la séduction qui peut opérer sur les hommes. Enfin, en tout cas, ce que vous voulez dire, c'est que... Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un cinéma de gauche... On ne sait pas ce que c'est qu'un cinéma de droite. Qui est assez impitoyable. Pour toutes les figures qui ressemblent de près ou de loin à un homme de droite. Mais on ne peut pas dire qu'il existe un cinéma de droite, formellement. Un cinéma engagé de droite de manière aussi martelée que le cinéma de gauche français que l'on connaît. Alors, ce serait drôle, parce que si ce cinéma de droite existait réellement, on verrait les gens du FLN explosant avec leurs propres bombes, ou vous en perdre... Vous en avez quand même quelques-uns. Par exemple, Goupil Main Rouge ou La Horse. On ne peut pas dire que ce soit des films de gauche. C'est autre chose, ce sont des films réactionnaires. Ce sont des films à la terre. Oui, ce sont des films d'une sensibilité. C'est un hymne à la terre, mais il n'y a pas cet aspect, si vous voulez, cet aspect réellement militant. Oui, là, il y a un militantisme quand même qui présente l'homme de droite ou l'homme d'extrême droite sous des traits assez effrayants, finalement. Parce que le metteur en scène laisse la liberté... On n'a pas l'équivalent à l'extrême droite. Le metteur en scène de droite, a priori, laisse la liberté au téléspectateur de juger selon son propre prisme, alors que l'homme de gauche impose une vue qui lui est propre. Et alors justement, ça me permet justement d'enchaîner sur justement l'honneur d'un capitaine, qui justement, de ce point de vue-là, montre l'honneur d'un capitaine, qui est un film qui sort en 1982, qui est un film sur la torture. Jacques Perrin, Charles Denner, Nicole Garcia, Georges Marchal, Robert Etcheverry. Et on va voir d'abord la bande-annonce, et on en parle tout de suite après, parce que c'est un film qui a fait débat à l'époque, qui pourra peut-être faire encore débat aujourd'hui. Vas-y. Je suis le capitaine Caron, votre nouveau commandant de compagnie. L'honneur du capitaine Caron doit céder le pas à la vérité. La vérité, quelle qu'elle soit. Ils les ont amenés à mentir. Ils nous ont amenés. Mentir ou mourir. Y a-t-il eu ou non forfaiture? Forfaiture? Oui. C'est pour ça que je suis venue te dire que je le fais pas pour toi. Je le fais pas pour moi. Je le fais pour lui. Enfin, tu te rends compte? Toute ta vie depuis. C'est ça que tu veux remettre en question? Et pourquoi? Toi et nous. Que savons-nous de cette partie de la vie de ton mari? Ton mari était un guerrier. Qu'est-ce que ça veut dire, un guerrier? Hier, vous avez appris ce que c'est que la guerre. Aujourd'hui, nous allons la faire. Pour la horde, sac à dos, ficha! La horde est formée. Pour Caron, le temps de la chasse est venu. Pour bien se battre, il faut savoir contre quoi on se bat. Monsieur le Président, il y a peut-être des guerres justes, pas de guerre propre. Le témoin n'éprouve-t-il aucun remords de ce qu'il a fait? D'être conduit comme des voyous. Des petits cons! Nous menons une guerre de voyous contre des voyous. Maintenant, ça suffit. Arrêtez.
Sortez-le. On savait que c'était lui le coupable. C'est qui? Dans l'armée, on ne se venge pas seulement. On fait la guerre. Voilà, donc l'honneur d'un capitaine, on a vu la bande-annonce, l'histoire du capitaine Caron, interprété par Jacques Perrin, qui meurt et qui est soupçonné de torture. Sa veuve, Nicole Garcia, cherche à prouver son innocence et attaque en diffamation un professeur qui le diffame. Et c'est toute la question de la torture en Algérie qui est posée et toute la question, plus généralement, de la façon dont l'armée française s'est conduite en Algérie et des limites qu'on peut donner au combat politique lorsque celui-ci existe. Comment avez-vous vu le film à l'époque, Philippe Dugues, et est-ce que vous avez apprécié celui-ci, même si vous le mettez un petit peu en dessous de la 370e section et du Crabe-Tambour? Oui, pour une raison très simple, c'est que je trouve que c'est un scénario magnifique, peut-être un des plus beaux de Schoendoerfer, par les situations dramatiques qu'il évoque, les personnages mis en scène, dont à l'époque nous avons tous pu connaître des spécimens ou des représentants. Malheureusement, vous savez que Schoendoerfer s'est vu refuser le concours de l'armée pour réaliser son film. Et le tournage s'est ressenti dramatiquement du manque de moyens. Et toutes les scènes d'action militaire, notamment, sont vraiment plus que maigrichonnes. Enfin, elles sont très très insuffisantes parce que on voit très bien qu'il y a eu 3 fusils mitrailleurs, une Jeep et une vieille auto-mitrailleuse qu'on avait dû... Il doit y avoir 4-5 flashbacks d'ailleurs. Oui, mais ça nuit terriblement à la crédibilité du film. Et autant les scènes d'action militaire de la 310e section, avec des moyens guère supérieurs, mais ce qui ne gênait pas la situation dans le film, dans le premier film, autant là, l'absence du concours de l'armée m'a gêné pendant tout le film. Il a encore ses problèmes de budget, de production avec là-haut, plus tard. Oui, alors... mais revenons-en là, je dirais à ce moment-là, l'effet que ça produit. Alors, l'honneur d'un capitaine, je trouve, très beau film, très beau scénario, mais... Pour Schoendoerfer, ça ne peut pas être un film satisfaisant. Il lui a manqué ce dont il avait besoin. Et je suppose en plus que le refus de l'armée de l'aider pour le tournage du film a été ressenti comme une injure personnelle. C'est un deuxième abandon d'Algérie française. Oui, et exactement. Et on voit très très bien, le film est de quelle année ? 1982. 82, oui, on est encore dans la mentalité des gradés gaullistes, appelons-les par leur nom, qui ont fait l'épuration de l'armée après le putsch et dans les années qui ont suivi. Là aussi, j'ai connu plusieurs cas personnels. C'est cet état d'esprit détestable avec je ne sais plus quel ministre, mais l'un valait l'autre, que ce soit en 62, en 75, en 82, les ministres de l'armée de Gaulle avaient pour fonction principale de serrer la vis et les boulons après avoir éjecté à l'extérieur tous les moutons noirs. Pourtant, ça correspond en 82-83 à l'amnistie d'un certain nombre de gens de l'OS. Oui. Enfin, bon, l'amnistie, attendez. Non, c'est 82-83 sous Mitterrand, justement. Qui avait beaucoup de sympathie pour l'Algérie française. Oui, mais Mitterrand aussi en avait eu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, non, mais. Si vous voulez qu'on dise la vérité, sauf De Gaulle, tout le monde en avait. Non, même De Gaulle, justement. Il a joué sur les 3 tableaux. Oui, il faisait semblant. À mon avis, il n'avait aucune sympathie. Alors justement, ça, Philippe Duc, pour recadrer juste, à la fin du film, Nicole Garcia, la veuve de Jacques Perrin, gagne le procès. Donc, on peut estimer que Schoendoerfer, de ce point de vue-là, donne plutôt la primeur au capitaine Caron, qui n'a pas torturé. Bon.
Robert Etcheverry, qui joue le rôle d'un type de l'OS qui a été 8 ans dans la clandestinité, et qui lui affirme son OS sans trembler, passe pour un type bien. Mais Georges Marchal, qui joue le rôle d'une vieille baderne militaro-gaulliste, lui dit à un moment donné à Robert Etcheverry, quand même t'as charrié le putsch, 2 ans d'OS, la clandestinité, etc. Et on sent à certains moments que dans la défense assurée par George Wilson et Claude Jade, du capitaine Caron de Jacques Perrin, il y a une volonté de ne pas être aussi radical et aussi honnête d'ailleurs que l'autre partie défendue par Charles Denner est malhonnête et manichéenne en défendant la thèse de la torture. Je veux dire par là que c'est un petit peu ce que disait Dominique Vénère. Il trouvait que le film était un petit peu complexé, qu'il n'avait pas été aussi explicite. Il ne s'agit pas de ça. Qu'il aurait fallu l'être. Oui, mais il n'était pas encore assez. La preuve, c'est le refus du concours de l'armée pour le tournage du film. C'est pour ça que je resitue les choses. Et à la fois, le vrai sujet du film, c'est d'une prétention totale, ce que je m'apprêtais à dire, donc je m'en excuse. C'est quand même un problème linguistique. C'est-à-dire que c'est l'échec du verbe à rendre compte de ce qu'est la guerre. Parce que le film apparaît aussi très bavard. On est dans un tribunal. Il y a thèse, antithèse. On verbalise les choses. Tout ça pour apprendre à l'arrivée. Il y a un accident linguistique, on comprend. Descendez-le, ça veut dire descendez-le du haut en bas et non pas tuez-le. Mais à la fois, ce que veut montrer aussi entre les images de guerre et les images de tribunal Schoendoerfer, c'est l'incapacité à verbaliser la guerre, qui est un événement indicible de la vie des hommes. Ce n'est pas la langue qui va recouvrir ce qui s'est réellement passé. Tout ce blabla ne sert finalement à rien. C'est-à-dire qu'il y a ce sens en dessous du film qui est l'échec à rendre compte de ce qu'on va faire, de ce qu'est la, vous avez vu ce qu'est la guerre, maintenant on va la faire. On peut en parler davantage. Donc tout ce bavardage autour du capitaine Caron ne sert finalement à rien. Et dans le fond, le film se clôt sur une ironie linguistique. Enfin, c'est pas le mot linguistique ou sémantique. Ou c'est même pas ça. J'ai fait des études de linguistique, mais c'est-à-dire un ordre qui, dans une situation donnée, peut être pris de deux façons différentes. Mais il y a quand même une manière de montrer que tous ces bavardages, toutes ces scènes dans des lieux clos entre Georges Marchal, tout ça, il y en a plusieurs scènes comme ça, et à la fois la scène du tribunal, toute cette manière dont on parle de quelque chose qui a eu lieu, on ne peut pas finalement en rendre compte réellement. Et là, il n'y a pas de recouvrement du verbe par rapport à la situation guerrière. Oui. Ce que dit Olivier est très intéressant et très judicieux et subtil, et ça traduit et ça recouvre essentiellement l'embarras du camp auquel appartiennent tous ces personnages 20 ans après les événements, car l'optique s'est modifiée et tous les partisans de l'OAS ou de l'Algérie française, finalement, à partir d'un certain moment, en ont beaucoup voulu aux responsables du putsch, de l'échec du putsch, de la déconfiture qui a suivi tout ça, ont pris un peu leur distance par rapport aux protagonistes, et je suppose que c'est un peu ça qu'on ressent de la façon que vous venez d'expliquer très judicieusement. Je pense que c'est la raison. En 82, le jugement des anciens de l'Algérie française, et pour avoir vécu intensément cette période, je m'en souviens très bien, n'avait plus le même regard sur ce qui s'était passé sur le moment et sur l'évolution de l'opinion, à commencer par la leur propre 20 ans après. Ce sont des moments, je dirais, historiques clés de notre histoire de France. C'est le moment probablement où on commence à faire grandir comme une mauvaise plante l'idée de mauvaise guerre. Où notre armée est critiquée, où on met en cause beaucoup de choses, et vous ne trouvez pas ? C'est un moment décisif où brusquement on ne va plus rien reconnaître finalement. On va se détester pratiquement tout le temps. On ne fête même plus Napoléon. On a l'épuration. L'épuration en 45, qui était quand même une période particulièrement radicale. C'est autre chose. On a essayé de sauver l'honneur de l'armée française quand même, avec le petit régiment
qui est rentré porte d'Orléans. Mais c'est autre chose, l'épuration. C'est un moment en plus bref encore qu'elle a duré longtemps. Oui, mais pour les générations impliquées dans les guerres coloniales, c'était de l'histoire très ancienne. Puis il y avait eu l'Indochine avant l'Algérie en plus. Et exactement, qu'on voulait oublier. Donc je ne crois pas que la projection de l'épuration ait joué là-dessus. D'ailleurs, moi je me rappelle très bien, j'ai débarqué à la Nation française en 1960. Et Boutan m'avait dit, et puis vous savez ici, on a enterré la hache de guerre, faisant allusion à la période précédente. Et vu l'âge encore assez tendre qui était le mien à ce moment-là... Entre gaullistes et pétainistes Oui, entre épurés, épurateurs. Et c'est vrai que dans son journal, il avait réuni à la fois 2 ou 3 anciens ministres du maréchal Pétain et le colonel Rémy ou d'autres résistants plus ou moins connus aujourd'hui. Oui. C'était la volonté d'enterrer l'âge. Mais c'était aussi des résistants qui n'étaient pas défiants à l'égard du maréchal. Oui, parce que Rémy Benouillet, je crois que plusieurs grands chefs de la résistance ont reconnu que la résistance française a reçu l'argent de Vichy dès le départ. Que partie de la Pétain a envoyé 30 000 faux ouvriers en Afrique du Nord, qui étaient en fait des soldats déguisés pour préparer l'entrée en guerre des États-Unis. Alors cela nous emmène ça nous emmène très loin. C'est pour ça que je suis obligé de vous arrêter et de nous projeter 10 ans plus tard avec un film qui a été critiqué assez vivement à l'époque, d'un film qui n'est pas vraiment Schoendorfien, qu'on n'attendait pas vraiment là, qui s'appelle Dien Bien Phu en 1992. Est-ce que vous, Philippe Duc, vous n'avez pas été un peu déçu en tant que Schoendorfien d'avoir vu ce film que l'on a dit un peu poussif, un peu hollywoodien, un peu surfait? J'aurais dit Schoendorferien. Oui, vous auriez mieux dit d'ailleurs que moi. Et à cela près, il est fait que j'ai été déçu par Dien Bien Phu. Pour des tas de raisons, je n'ai pas retrouvé l'émotion qu'a vécue la France à ce moment-là. Ça, c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Le soir de 1954, où Dien Bien Phu est tombé, je rentre chez moi, j'ouvre la radio machinalement comme d'habitude, et j'entends un morceau de musique sacrée. Je passe à la 2e chaîne, même morceau de musique sacrée. Je passe à la 3e chaîne, pareil, un programme unique, c'était le Requiem de Fauré, on l'a su après, vite après, et je me suis dit, tiens, ça veut dire que Dien Bien Phu est tombé. Ça faisait 15 ou 20 jours qu'on attendait ça, on voyait tomber tous les postes l'un après l'autre, aujourd'hui c'était Liane qui est tombé, bref, ça a beaucoup secoué au moins toute une partie de la France. Et l'émotion ressentie à la chute de Dien Bien Phu, malheureusement, je n'en retrouve rien dans le film de Schoendorfer. Il se trouve qu'après... Est-ce qu'il faut mieux à ce moment-là voir la section Anderson plutôt que Dien Bien Phu si on a un choix à faire? Oui, je pense que... Le documentaire plutôt que la fiction, inspiré des faits réels. Oui, je pense que c'est plus authentique, parce que, vous voyez, j'ai connu des survivants de Dien Bien Phu, à commencer par Geneviève de Galard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois dans mon service militaire, et d'autres, des lieutenants, des capitaines, dont les uns qui étaient des amis y sont restés, d'autres au contraire en ont réchappé. Ça a été pour tout un secteur de la société française une secousse terrible, qu'on a oubliée aujourd'hui et dont les politiques parisiens qui ont réglé l'affaire en 3 coups de cuillère à peau après à Genève n'ont jamais eu la moindre sensation. Est-ce qu'on peut pas dire d'ailleurs, Philippe Duc, Olivier Daza, peut-être Olivier Daza, que c'est un film à effet, alors que jusqu'à maintenant, Pierre Schoendorfer nous avait habitués à faire des films justement sans effet, très naturels, très spontanés, comme s'ils ne tournaient pas? Oui, je partage totalement le sentiment de Philippe sur ce film, oui. Donc ça rien à dire. Oui, on m'aurait dit de ce film, j'aurais répondu Arcadie, un peu dans le... Non, mais c'est vrai, dans l'esprit du grand carnaval. Tu vois? Non, mais c'est vrai. C'est dur, c'est très dur, mais je ne reconnais pas du tout... c'est pas invraisemblable. Je ne peux pas être aussi bête que Boileau qui disait dans ce sac ridicule où Scapin s'en développe, je ne reconnais pas l'auteur du Misanthrope. Mais il faudrait que je le revoie, mais c'est vrai que je n'avais eu strictement, comme vous le dites très bien, aucune empathie, aucune émotion pour effectivement... C'était un drame terrible. Alors ne nous attardons pas dessus et venons-en à 2004.
Un seul Et détail un film, qui est oui. juste, les jeunes prostituées anamites. Elles sont restées. Et oui, Elles y sont restées. justement. Et Absolument, ça elles ont pas c'est quitté le vrai. soldat, ouais. Et ça sonne vrai. C'est tout ce que je vois de vérité historique. D'authenticité. Je vous rends toujours. Ah oui, Dans le- vous êtes décidément obsédé, cher Philippe, Non, c'est par un- les femmes. Non, c'est un homme qui aime les femmes. Même qui aimait les femmes. Qui les aime toujours. Oui. On voit le séducteur. Je ne dément pas. Par les temps qui courent, c'est une bonne chose, de toute façon. Absolument. Alors, 2004, film très difficile pour Schoendoerfer. Il avait déjà écrit un livre qui s'appelait Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Il tourne ce film en 2004. Il reprend un certain nombre d'acteurs avec qui il avait déjà joué, tourné, c'est-à-dire Jacques Perrin, Claude Rich, Bruno Kremer, Jacques Dufilot. Et on va avoir d'ailleurs tout de suite la bande-annonce du film Là-haut. C'est une sorte de résumé synthétique des autres films de Pierre Schoendoerfer. De préparation de l'artillerie. Le dernier verre de gnôle, les enfants. Et la dernière cigarette, c'est... Allez, on y va! À boire! Lanvin a commis ce qu'on appelle une faute professionnelle grave, une saloperie envers moi. Et je risque la rue. C'est dans cette grande marmite de la guerre d'Indochine qu'il faut touiller. Touiller, si tu veux savoir. Crois-moi, les Vietnamiens savent très bien qu'ils sont arrêtés. Ils savent qui est Henri Lanverne. Et ils savent que c'est un cinéaste, pas un espion. Ils ont peut-être des preuves que tu n'as pas. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il m'a dit de le faire. Qui ça, il Ils sont trois dans cette affaire. Henri Lanverne, Kaubacky et le colonel Dubaï. Avec lui, tu tiens ton seul témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a entre vous trois? Ce colonel avec ses méos, là-haut au-dessus des nuages, dans ce pays terrible. Ce pays terrible, là-haut, c'est le plus beau pays du monde. En 53, Dubaï et ses méos y ont vécu la grande aventure. Grâce à eux, en quelques mois, de la rivière Claire à la rivière Noire, la montagne était libre. Lanverne. Ce garçon-là reviendra. Il y a trop de joie en lui pour mourir. Voilà, Là-haut, un roi au-dessus des nuages, avec les acteurs que je vous indiquais tout à l'heure. Philippe Duc, vous avez vu le film à sa sortie, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Oui, si vous permettez, si vous me laissez 30 secondes. Mais vraiment rapidement. Hein. Avant celui-là, il y a eu le grand projet de Schoendoerfer qui était Typhon, qui est un projet qu'il a porté pendant des années et qui a évolué au fil des ans et qui à la fin était un film sur les boat people et il pleurait de n'avoir pas pu le réaliser. Donc il a réalisé Là-haut dans des conditions, alors là cette fois encore plus dramatiques que celui dont je parlais tout à l'heure. Il a eu un budget squelettique. C'est un film sur l'Indochine entièrement tourné à Paris, oui. Avec quelques stock shots tirés de ces excellents courts-métrages militaires de l'Indochine. Ou longs-métrages d'ailleurs, parfois. Ou des extraits des longs-métrages aussi. Heureusement qu'il y avait ça, parce que autrement, ce film indochinois se passait entièrement en studio chez nous. Je l'aime bien, malgré ça. Ça me dérange moins que dans... Objectif 500 millions, justement. Non, mais surtout que dans L'honneur d'un capitaine, je trouve que ça lui donne un côté, j'ose pas le dire, mais presque brechtien. Je vais encore le faire traiter de... C'est vrai. C'est cette espèce de squelette, de décor... Un film inabouti, bricolé, mais qui a le côté, justement... Absolument, qui rappelle... immature, qui peut nous restituer l'authenticité. Qui rappelle parfois un peu les pires tentatives de Godard aussi, qui fait des choses comme ça. Mais finalement, j'aime bien. Quand un cinéaste m'intéresse, même ses échecs m'intéressent. Il y a Florence Darel. Il y a Florence Darel. Alors, on va justement écouter Claude Rich, que j'ai interviewé chez lui à Orgeval.
Merci Claude Rich de nous accueillir dans votre maison d'Orgeval. Vous avez fait la connaissance de Pierre Schoendoerfer un petit peu avant le Crabe-Tambour, dans lequel vous jouez avec Jacques Perrin, Jean Rochefort, Jacques Dufilot, etc. Puis vous avez tourné ensuite avec lui à la fin des années 2000 dans Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Pierre Schoendoerfer nous a quittés il y a 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment vous avez fait la connaissance de Pierre Schoendoerfer ? Eh bien, j'avais déjà vu le film avec Bruno Kremer et Jacques Perrin. La 317e section. La 317e section, que j'avais admiré par-dessus tout, et que c'était un film de guerre, mais tellement bien fait, tellement différent des autres. Et puis, j'ai parlé avec lui, il m'a touché beaucoup. Schoendoerfer, alsacien comme moi, de Strasbourg, il a su parler de la guerre sans être un va-t-en-guerre. Oui. Il a su parler de la guerre avec toute la cruauté, la franchise, la loyauté. Et je me suis mis à aimer les soldats plus que la guerre m'avait appris que 2-3 ans avant à la haïr quand j'étais en France. Quand vous aviez 17 ans. Quand j'avais 17 ans. Vous aurez plus tard l'occasion d'ailleurs de tourner, enfin avant le Crabe-Tambour et après la 310e section, 2 rôles dans le film de René Clément, Paris brûle-t-il, oui. Dont le rôle de Leclerc. Oui, c'est ça. Et du capitaine de la Fauchardère. Voilà. Alors, j'ai été vraiment fasciné. Je pourrais dire que Schoendoerfer, quand il est mort, c'était mon frère qui s'en allait. J'avais beaucoup travaillé avec lui, je me sentais ce qu'il a écrit, toujours ayant le courage d'aller contre une époque où quand on allait au cinéma, les étudiants, les machins criaient « Arba l'armée !» et quand ils voyaient l'armée rouge qui défilait au Kremlin, bravo, bravo, bravo. Alors Schoendoerfer savait faire la part des deux, quoi. Je veux dire, il montrait que ces militaires qui étaient là n'étaient pas forcément des militaires de carrière, c'était des militaires qui avaient été engagés pour aller sauver voilà, ce qu'on possédait et puis, en Indochine, puis en Algérie. Oui, en Algérie. Enfin, on a trouvé avec Schoendoerfer des tas de points communs. Alors, il vous a engagé donc sur le Crabe-Tambour. Voilà, alors il m'a dit, écoute, tu es pour moi un personnage de ce film, lequel tu as envie de jouer? Ah oui, soit le rôle de Perrin, soit le rôle de Rochefort, soit votre propre rôle de médecin, narrateur. Voilà, et il m'a proposé plutôt les 2 autres. Ah oui. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, je ne me voyais pas très bien dans le Crabe-Tambour. Dans le rôle de Jacques Perrin, oui. Je ne me voyais pas très bien là-dedans. Peut-être que vous vouliez un rôle un tout petit peu plus tourmenté, alors que le personnage de Jacques Perrin est plus solaire. Alors moi, je me trouvais un peu trop gamin, quoi, je veux dire. Oui. Un peu trop gamin, et alors il m'a dit, ben alors le général, le commandant, je lui ai demandé de réfléchir, et puis je lui ai dit que je ne me voyais pas dans le commandant. C'est le rôle de Rochefort. Oui. Schoendoerfer avait souhaité que nous soyons dans les cabines de nos équivalents marins en grade. Oui. Moi, j'ai été avec le lieutenant de vaisseau Giraud, le fils de l'amiral. Alors, il est beaucoup question dans ce film de la parabole des talents. Oui. Et on sait que Schoendoerfer était un chrétien protestant fervent, oui. Vous, un catholique fervent également. Est-ce que votre foi commune vous a rapproché aussi? Je pense qu'on avait les mêmes... oui, un protestant, un catholique. Vous étiez chrétiens tous les deux. Oui. Et la parabole des talents vous parlait? Tout à fait.
tout à fait. Mais tous les personnages, d'ailleurs, dans le film s'en servent à un moment donné. Oui, ils ont un langage, ils ont tous un langage qui leur est commun. Oui. Et Schoendoerfer, c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est que j'ai l'impression que c'était ma famille qui faisait un film sur... Moi, j'avais mon parrain, le frère de maman, était commandant aussi, 4 gallons, 5 gallons, je sais plus. Donc je me sentais aussi un marin par mon parrain. Et puis, non, ça a été... J'étais très, très, très heureux de faire ce film. 30 ans après, quasiment, vous tournez un deuxième film sous la direction de Pierre Schoendoerfer, Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Vous jouez le rôle d'un journaliste du Figaro, qui était pris d'un certain exotisme indo-chinois qu'il a connu bien avant. Il y retournera d'ailleurs à la fin du film. Est-ce que vous avez pu vous mettre dans la peau de ce journaliste un peu farfelu ? Oui, parce qu'il avait la même folie de ces pays-là. Il avait le même désir et il rejoignait mon rêve du crabe-tambour. C'était un cousin germain, quoi, je veux dire. Mais il y a beaucoup de références, d'ailleurs, dans Là-haut, qui sont tirées du crabe-tambour. Oui. Il a toujours engagé un peu les mêmes acteurs. Oui, Kremer, Perrin, Dufilo, vous-même. Oui, un des plus beaux qu'il ait fait, c'est le crabe-tambour, je crois. Ouais. Là-haut, j'ai aimé Là-haut parce que c'était la même musique. C'est un film pour initier, en quelque sorte. C'est un film pour Schoendoerfien, si je veux dire, qui résume les autres films de Schoendoerfer. Avec une petite note ironique, notamment à travers votre personnage de journaliste peu extravagant. Oui, c'est ça, oui. Et puis la façon dont il s'en va, comme ça... Enfin, c'était un rôle que j'ai bien aimé. Vous aviez autant de plaisir à tourner avec lui qu'à le fréquenter à la ville ? C'était un homme pour lequel vous aviez de la sympathie, voire de l'amitié. Est-ce que vous étiez proche de lui ? Très proche. Très proche. Et très proche, et on s'est beaucoup engueulé. Ah oui ? Enfin, beaucoup engueulé. C'est-à-dire que c'est plutôt lui qui m'a engueulé de réflexions que je lui faisais. Et puis le lendemain, on en parlait. Il reprenait son cours. Oui, le film aussi. Et puis quand il invitait chez lui à rentrer à Paris, il m'invitait à déjeuner, tout ça, tout le temps. Oui, je suis très content d'avoir parlé avec vous de lui, que nous avons tous, Rochefort, Perrin, Kremer. Nous avons tous aimé par-dessus tout. Merci Claude Rich. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, Claude Rich, qui a 86 ans et qui tient encore le choc et qui a eu la gentillesse de nous recevoir chez lui pour évoquer son ami Pierre Schoendoerfer, avec lequel il a tourné 2 fois dans à la fois le crabe-tambour et Là-haut. Je vais vous demander le mot de la fin, Philippe Dugue et Olivier Daza, si vous aviez quelque chose que vous n'auriez pas dit durant cette émission et que vous voudriez dire, quelque chose qui vous a frustré. Oui, le mot de la fin, c'est celui du commencement, c'est-à-dire l'homme sans qui nous n'aurions sans doute pas eu Schoendoerfer, c'est le colonel Froisse, Michel Froisse, qui est l'homme qui lui a mis le pied à l'étrier dans la section presse, information, cinéma en Indochine à son arrivée, qui était un personnage extraordinaire que j'ai beaucoup pratiqué dans la vie et à qui Schoendoerfer doit pratiquement tout, et notamment ses premiers films au SCA, les documentaires que l'on revoit dans Là-haut. Et voilà, donc on ne peut pas parler de Schoendoerfer sans citer au moins Michel Froisse, qui est la première étape de sa vie professionnelle. Olivier Daza ? Oui, je dirais qu'il faut aimer ses soldats, il faut aimer ses guerriers, il faut aimer le combat. Est-ce que d'ailleurs, il ne faut pas le nier. Sans vouloir vous interrompre,
est-ce que les figures qu'a montré Schoendoerfer dans ses films n'étaient pas des figures guerrières plutôt que des figures de militaires au sens borné Oui, c'était mais tout à la fois très religieux. Il y a quelque chose d'aristocratique. D'aristocratique, c'est à la fois aussi de très religieux. Oui, dans cet aspect d'élévateur, de procession. C'est-à-dire que... Qui relie. Je vais parler de l'ennemi. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut respecter notre ennemi, il ne faut pas le traiter de barbare ou d'assassin. Quand il se présente, il ne faut pas manifester avec des ballons ou avec des histoires de Charlie. Il faut le combattre avec ses armes, c'est-à-dire l'affronter. Merci Olivier Daza, merci Philippe Duc. Nous nous retrouvons, chers internautes, le mois prochain pour une prochaine émission de Nos chers vivants.